Bonjour, exotisme assuré avec ce Paris Mode 100% français. Ce que les étrangers aiment chez nous, la France profonde, eh bien vous allez la retrouver dans cette émission. Le portrait, Éric Bergère. Il a passé sa jeunesse dans le chiffon. Sa passion, c'était le dessin. Il en a fait son métier. Avant de le retrouver dans son appartement parisien, je vous propose une petite virée en Champagne pouilleuse, à Troyes très exactement. C'est toute son enfance. Alors d'habitude, Éric Bergère, puisqu'on consacre une émission, on va passer 52 minutes ensemble. Paris Mode se balade toujours très loin, parce que souvent les créateurs ont des origines lointaines. Toi, en fait, tu es proche de Paris, et aujourd'hui on est à Troyes, et c'est ici que tout a commencé. Oui, effectivement. Bon, c'est pas très exotique, mais même être à 200 km ou 180 km de Troyes, c'est déjà être en province et avoir un autre type de vie. On n'est pas parisien, on est troyen, on est petit provincial qui rêve de la capitale. Mais quand même, une ville de mode, parce que Troyes, il y a une tradition ici assez étonnante. Et ton père, d'ailleurs, travaillait déjà dans la mode. Oui, bon, c'était pas son premier métier, mais quand il a, entre autres, commencé à être un commercial pour une collection de vêtements, effectivement, c'était des vêtements de bonneterie, de jersey, la grande spécialité de la ville, puisque de tradition, la ville de Troyes est une ville de bonneterie depuis le Moyen-Âge, parce que c'était un centre de marché entre la Hollande et le Sud, et c'était une petite capitale, pas très loin de Paris, où tout le commerce se faisait, commerce textile. Riche d'ailleurs. Très riche d'ailleurs, le patrimoine architectural en témoigne, les églises, les prieurés, les cloîtres, bon, parce que ça date du Moyen-Âge, donc c'était là où on exprimait sa richesse à travers l'art gothique. Toi, tout petit, tu étais dans les collections. C'est-à-dire que comme mon père vendait des collections, il effectivement recevait à la maison des mâles cabines tous les 6 mois. Et donc pour visualiser les collections, mon père nous habillait dans les collections de pyjamas, de mailles, de petits twinsets, puisque quand même les années 70, c'était le grand moment du jersey. Tout le monde s'habillait en jersey, des plus petits aux plus grands. On découvrait une matière confortable et en même temps élégante. On pouvait faire des costumes en jersey, on faisait tout en jersey. Et dans des couleurs très fortes. Et chaque saison, c'était la saison de l'orange ou le vert printemps qui arrivait, ou le marron chocolat mélangé avec l'aubergine. Et chaque saison était vraiment une gamme de couleurs très précise. Et on suivait la mode. C'est-à-dire que tout le monde s'habillait dans la couleur à la mode. Donc ça vous marque quand vous êtes un enfant. Bon, il faisait quelques photos, mais pas grand-chose. Surtout, de temps en temps, on l'accompagnait dans les magasins pour présenter les collections sur modèle vivant. Quand il était petit, disons qu'il jouait avec ses frères, les 4 ont 3 ans et demi d'écart. Vous voyez, ce sont presque des quadruplés. Et il s'est toujours comporté comme le chef de bande quand même. Hein. Il a toujours été beaucoup d'autorité sur ses frères, mais il jouait comme des enfants peuvent jouer. Nous étions à la campagne, donc il jouait dans les champs, il participait à des activités, il a fait du piano, il a toujours été plus artiste quand même dans toute son activité. Hein. Tout petit, il dessinait des fées déjà, des robes, enfin ça a toujours été sa passion. On va parler de tes dessins, qui sont très particuliers, et de l'école que tu as faite ici. C'est-à-dire que mes dessins, a priori, c'est des dessins de mode. J'étais toujours passionné par le dessin de mode. Très petit, j'étais devant la télé et j'essayais de redessiner les tenues des speakerines ou des chanteuses, des comédiennes. J'étais comme une éponge. Je regardais tous les vieux films, les films contemporains. J'essayais toujours de retrouver un look quand ça me convenait pas, la couleur me dérangeait ou les proportions. Donc je dessinais surtout sur des papiers d'ordinateur, des fichiers que je récupérais comme ça à droite à gauche, des grands dessins de mode, donc à main levée, et c'était la meilleure formation. Pendant peut-être de 8 à 14 ans, je dessinais
une moyenne de, je sais pas, 50 à 100 dessins par semaine. Et je faisais des piles comme ça que j'accumulais dans des coffres. Et ça m'a donné après, un coup de main. L'école des Beaux-Arts quand même. Il y a une école des Beaux-Arts ici. Il y a effectivement une école des Beaux-Arts, mais moi j'y allais seulement le mercredi après-midi, le samedi après-midi. C'était pas une formation de peintre parce que j'ai toujours pensé que je devais travailler dans l'art, mais de l'art appliqué à l'industrie. Je voulais travailler assez vite et gagner sa vie dans la peinture, c'était quand même assez aléatoire. Donc je me disais, tiens, en faisant des dessins de mode, peut-être qu'un jour. Mais c'est quand même du domaine du rêve, parce qu'à 14 ans, très réaliste, je me suis dit, je dois faire une autre formation, parce que la mode, c'est trop bouché, trop difficile, il faut aller à Paris. Pour moi, ça me semblait énorme, quoi. Donc les Beaux-Arts, c'était très bien. Je suivais aussi des cours de piano au conservatoire. J'étais l'artiste de la famille. Les autres préféraient, mes 3 frères, suivre des cours de judo, de sport, etc. Mais bon, moi, je restais dans le domaine artistique, quoi. L'école des Beaux-Arts était à l'époque, dans les années 75-77, sur 2 sites. Il y avait au cœur de la ville, vieille ville, rue piétonne, un bâtiment qui existe toujours, qui s'appelait donc l'école municipale des Beaux-Arts, et puis un autre site, alors là qui était dans la maison bourgeoise provinciale, environnée d'arbres, à Havre de Paix. L'esprit des écoles d'art à l'époque était déjà, en plus dans le courant, je pense, de 68, il y avait une création à fleur de peau, il y avait peut-être une inconscience quant au devenir professionnel et en même temps qui permettait une certaine liberté de créer. Petit à petit, les écoles se sont forcément recentrées sur des objectifs professionnels. Partant de là, ça implique des méthodes pédagogiques un petit peu différentes. C'est-à-dire que la transformation de l'école des Beaux-Arts de Troyes s'est inscrite au fur et à mesure du temps et du développement de l'établissement aussi, et puis des obligations professionnelles en formation. Cela dit, l'esprit n'a pas changé. D'ailleurs, c'est le contenu qui a changé. Tu m'as expliqué que tu as fait une école quand même où tu as appris vraiment la technique. Ce qui est assez rare dans les écoles de mode en France, on n'a pas cette technique que tu as eue ici. Plutôt qu'une formation littéraire, un bac A ou maths ou économique, bon, l'occasion m'était offerte de rentrer dans cette formation BT Industrie de l'habillement. Mes parents m'ont poussé à le faire, étant donné que c'était quand même une passion, même s'il y avait seulement 2 heures de dessin de mode sur 44 heures de cours. C'était énorme le programme. C'était quand même un pas vers le métier. Donc à 14 ans, j'étais déjà dans le bain. Et alors ici, à Troyes, on peut le dire, parce que tu nous as proposé de montrer le musée de l'outil, parce que ça, c'est quand même fabuleux. Il y a le musée de l'outil, le musée de la bonneterie. Le musée de l'outil, bon, c'est par tradition, la ville de Troyes est une ville de compagnons, de compagnonnage, donc avec une tradition de l'artisanat et artisanat de luxe. Et dans ce musée de l'outil, on découvre des chefs-d'œuvre incroyables, de petites charpentes miniatures, escaliers à double spirale. Bon, je ne connais pas les termes techniques exacts, mais vraiment des merveilles de miniatures. Et à mon avis, se rattachant justement au fait que toutes ces églises ont été construites par des grands des ouvriers très perfectionnés à l'époque et de tradition. Donc, c'est le témoin de leur grande habileté, leur grande technique qu'on peut retrouver dans ce musée. L'ouvrage et l'ouvrier reconnu. C'est au XVIIIe siècle que naît la maison de l'outil. Appelée aussi hôtel de Mauroy, il renferme également une bibliothèque de 20 000 ouvrages consacrés à la littérature ouvrière. Ancienne abbaye de Vaux-Luisant, le musée de la bonneterie. Il tient son nom du mot bonnet. Il présente tout ce qui se rapporte à l'histoire du tricot depuis l'Antiquité et à l'histoire de la bonneterie troyenne depuis le XVIIIe siècle. Fierté du musée, la première machine à remailler les bas, inventée ici même en 1929.
Non, Troyes ne vit pas que dans le passé. Un nouvel atelier vient de s'y créer. Le nouvel outil, c'est l'ordinateur et il assiste une nouvelle génération de machines. Donc, ces machines font ce qu'on appelle des articles dits sans couture, c'est-à-dire des articles donc, près du corps,